Ça, c'était une Ferrari 296. Oh, Du moins, jusqu'à ce que l'ancien proprio la plante. Et puis, je l'ai achetée dans l'espoir de la remettre en état. oh, mon Dieu! En plus de tous ces dégâts, la voiture ne démarre même plus. Elle ne voit même pas qu'elle est branchée. Et ça, c'était avec l'aide de Ferrari. Mais maintenant, on est tout seul. Et le démarrage, c'est peut-être le moindre de nos soucis. Les dégâts ici sont vraiment importants au niveau de la structure. Et si on veut essayer de réparer ça, on doit accéder aux deux côtés. On ne peut même pas continuer à construire cette voiture si cette pièce structurelle n'est pas réparée. Et pour sortir cette partie du châssis, on doit enlever le moteur et la batterie hybride. Le problème, c'est qu'on pense que personne n'a jamais fait ça avant. Et c'est probablement la première fois qu'un de ces moteurs est retiré de cette voiture depuis qu'ils ont été fabriqués. Donc, on doit comprendre tout ça par nous-mêmes. Allons-y. Première étape, on va sortir ce moteur. On a débranché le boîtier de filtre à air qui aurait dû rester là. Ensuite, on a débranché la conduite de carburant qui va chercher le carburant dans la pompe de chaque réservoir de chaque côté. Et ils vont descendre avec le moteur. J'essaie juste de déconnecter tout ce qui va rester sur la voiture du moteur qui va être retiré. La prochaine étape, ce sera toutes les conduites de liquide de refroidissement et puis on finira par s'occuper des conduites haute tension, mais on ne sait pas encore trop comment on va s'y prendre. On verra, on improvisera. Continuons. Comme cette voiture est équipée d'un double turbo et d'un système hybride, il y a plein de conduites de refroidissement qu'on doit enlever. On est en train de s'en occuper. Je crois que la batterie hybride est derrière les sièges, enfin, derrière l'habitacle de la voiture. Ensuite, il y a les réservoirs de carburant. Mais il y a aussi ça, qui est, je crois que c'est l'ondulateur. On a reconnu tout ça parce que c'était assez similaire à la Revuelto qu'on a reconstruite. Vous avez cette petite fiche verte. Et apparemment, en débranchant ça c'est pour les pompiers. Apparemment, ça isole la batterie et ça empêche tout incendie. Il suffit donc de retirer ça comme ça. Et maintenant, la voiture devrait être en sécurité. En théorie. On espère bien, parce que notre prochaine tâche, c'est de retirer la batterie hybride. Donc ça, c'est la batterie qui va jusqu'ici. Contrairement à la Revuelto, la batterie hybride de la 296 traverse toute la voiture. Je débranche maintenant tous les câbles orange de la batterie. Mais il y en a un qui va de l'arrière jusqu'à l'avant de la voiture. On enlève donc les garnitures pour voir exactement où va ce câble. Et le seul truc qui maintient la batterie par en dessous, c'est ce support-là. La batterie flotte. Comment est-ce qu'elle tient en place? Je crois qu'il n'y a que 2 boulons qui maintiennent la batterie en place. Et ils sont à l'intérieur de la voiture parce que je les ai vus quand j'ai démonté l'intérieur. Il y a encore quelques trucs à débrancher de la batterie. Comme le système de refroidissement. On retire donc le liquide de refroidissement de la batterie. Ensuite, on enlève le carénage avant pour voir exactement où va ce câble à l'avant. Et on l'a trouvé. Maintenant, il faut le déconnecter. Ouais! On va essayer de baisser la batterie. Juste parce qu'on n'avait pas prévu de le faire à ce rythme-là. Mais on dirait qu'elle va descendre si on dévisse les boulons qui sont à l'intérieur de la voiture. Donc on va faire ça. Ça nous donnera beaucoup plus d'espace à l'avant du moteur. J'espère que la voiture ne va pas basculer de la rampe une fois qu'on aura enlevé le poids de la batterie. On va quand même déclencher ça parce que je pense que il y a un détonateur à l'intérieur. Mais voyons voir. Expérimentons. De toute façon, il faut la sortir, car on doit réparer les dégâts sur le châssis. Allons-y. Dans la voiture, c'est juste une supposition, mais ça a l'air sérieux. Regardez, il y a ces gros boulons ici, un là, et puis il y en a un là sur la moquette de ce côté. Et je pense que ces deux-là sont les derniers boulons qui maintiennent la batterie en place. Je peux me tromper, c'est juste une supposition. Avec un peu de chance, quand on les dévissera, la batterie devrait sortir. Voyons voir. On va la sortir. Et voir si on peut... voir si on peut la sortir. Donc on va essayer de maintenir la batterie avec une boîte à outils à l'extérieur. J'allais juste l'envoyer. Et Liam va dévisser les boulons qui maintiennent la batterie à l'intérieur de la voiture. Quelque chose est tombé. 2 boulons. 1, 2 sont sortis. Maintenant, on devrait pouvoir lever la rampe et la batterie devrait rester sur la boîte à outils pendant que la voiture se soulève. Ouais! Des pros du démontage de batterie! Avant de continuer à démonter le reste du moteur, on voulait simplement inspecter cette batterie.
Une fois qu'on a enlevé la couverture anti-feu, il n'y avait pas grand-chose à voir. Mais ce truc énorme pèse 75 kg et prend pas mal de place dans la voiture. Et on pense que dans cette boîte, on pourrait trouver le fusible pyrotechnique, qui bien sûr est le fusible qui explose quand la voiture a un accident, pour empêcher la batterie haute tension d'envoyer du courant ailleurs dans la voiture et éviter les incendies. Si on veut faire démarrer cette voiture, il faut qu'on trouve ce fusible pyrotechnique. Et on n'a rien vu à l'intérieur de la voiture, donc si c'est comme la Revuelto, il y en a peut-être un à l'intérieur de la batterie haute tension. Wow! Je ne vois rien de jaune. Je pense que on devrait enlever ça. Je reste en dehors de ça. La partie que je retire maintenant ressemble au module BMS, qui est en gros le cerveau de la batterie. Et j'espérais le retirer pour trouver un fusible pyro. Mais il n'y a rien qui ressemble à un fusible pyro là-dedans, non? Tu penses qu'il y en a un? Sur la Revuelto, ça ressemblait à ça. Mais on ne le voit nulle part sur la 296. Et maintenant, on se demande même si elle en a un. Eh bien, un bon moyen de le savoir, c'est de mettre le multimètre sur la partie qu'il ne faut pas toucher, pour voir s'il y a du courant. Parce que s'il n'y avait pas de courant, c'est sûrement qu'il est coupé par un fusible pyro. Et partout, à l'intérieur de la batterie, la connexion était toujours bonne. Rien ne coupait l'alimentation. Donc, tout semble indiquer que la batterie est OK et qu'il n'y a pas de fusible pyro à l'intérieur. Mais pour être sûr, on va enlever le boîtier inférieur pour voir s'il y a un fusible pyrotechnique de ce côté. Tout ressemble à la Revuelto. Sauf que je ne peux pas voir de fusible pyro. Il suffit peut-être juste de taper quelque chose sur l'ordi. Il réinitialise les données de panne et c'est parti. Il n'y a rien ici, donc je remets le boîtier en place. Je remets la batterie dans son torchon. Parce que, eh bien, on pense que c'est bon, non? Ouais, je pense qu'il n'y a rien de grave. Je pense juste qu'il faut la recharger. On est sûr que la batterie hybride est en fait en bon état. On retourne donc à la voiture pour réparer toute la structure. Une fois que c'est réparé, on pourra tout remonter et voir si la voiture démarre. Donc maintenant, le but est juste de déconnecter tout ce qui relie l'arrière de la voiture à l'avant. On dirait qu'on devrait pouvoir déconnecter tout le châssis arrière avec la suspension et le moteur avant. J'ai dû tout débrancher. Je sais pas où ça va nous mener, et franchement, j'ai même pas marqué où tout devait être remis, je vais juste l'ignorer. Mais je retire juste ça parce que cette partie du cadre est à l'envers. Mais je me dis que ne serait-ce pas plus logique pour Ferrari d'avoir juste un gros connecteur unique sur le châssis là, où il se connecte à l'avant? Comme ce gros faisceau ici. Ce serait pas plus simple d'avoir une grosse prise qu'on débranche là et qu'on déplace, plutôt que de devoir débrancher chacune de ces prises? Peut-être pas. J'ai l'impression que certains techniciens de Ferrari ne se parlaient pas vraiment quand ils ont conçu ces voitures. Certaines pièces sont boulonnées, puis soudées. Certaines choses sont logiques, d'autres le sont moins. En ce moment, on est en train de dévisser les boulons qui relient l'arrière de la voiture à l'avant. On en a laissé quelques-uns en haut, mais on va tous les dévisser en dessous. Comme ça, on peut descendre la voiture sur les chandelles, et quand on aura enfin dévissé ceux du haut, on devrait pouvoir poser le châssis sur les chandelles. Je vais tenir le châssis. J'espère qu'on pourra laisser ce cadre par terre et que la voiture va décoller en laissant tout le reste au sol. Croisons les doigts. Donc, si on a bien fait le boulot, toute cette partie arrière devrait se détacher complètement de l'avant. Wow! On a maintenant dévissé tous les boulons et débranché tout le câblage. On peut soulever la voiture et le reste devrait rester sur le support d'essieu. Ouais, mec! Oh là là! Regarde ça, c'est tombé d'une voiture. Oh là là! Je ne peux pas dire qu'on ait déjà démonté une voiture comme ça avant. C'est plutôt cool. C'est même pas un V. Comment ils peuvent appeler ça un V? C'est plutôt un moteur à plat. C'est comme un 6 cylindres à plat, non? Et c'est miniature. C'est presque une Porsche. Tu sais, si on peut pas le réparer, ça aurait l'air super dans le magasin. Maintenant que le moteur et tout le reste sont déconnectés de l'arrière, on peut beaucoup mieux voir les dégâts structurels. Ça a l'air complètement fichu. Regarde ça. Un truc de malade. Ça a l'air dingue. On n'a même pas eu besoin d'enlever l'échappement. Regardez. On pourrait installer le nouvel échappement là. Ou on pourrait l'apporter quelque part pour le faire ajuster. Ça prendra pas trop de temps pour le sortir, non? C'est maintenant que tu le dis. Cette partie, c'est plutôt mal passé.
Et oui, on aurait probablement dû prendre d'autres mesures quand on l'a fait. Mais c'était un accident, et c'est fait maintenant. Il reste la moitié du réservoir. Combien de carburant tu penses qu'il y a dans ce réservoir? Beaucoup. Tu penses qu'il est plein? Je pense qu'il y en a beaucoup. C'est moi qui vais m'occuper de ça. Celui avec le tuyau. Et toi, tu vas le mettre là-dedans. Tu sais quoi, tu devrais mettre des lunettes de protection pour ça. Tu sais même pas ce qui va t'arriver. Ouais, ça va s'envoler. On doit enlever le réservoir de carburant pour pouvoir accéder à tous les dégâts structurels. Et vous devriez savoir que ce n'est pas comme ça qu'on vide le carburant. Ah! Oh, oh, oh non! Oh mon Dieu! Oh, 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 Ah! oh non! Ah! Oh, c'est pas possible! Oh non! Oh, oh, oh mon Dieu! Oh, j'y crois pas! Oh, mes yeux! Oh non! Oh mon Dieu! Au moins, t'en as mis un peu dans le seau. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, hein? C'est vraiment pas cool. Et pas sûr du tout. Heureusement, on allait tous bien. Mon père a pu se laver le visage et j'ai pu nettoyer tout le carburant qui s'était répandu partout dans l'atelier. Encore une fois, les accidents arrivent. Et ça aurait pu être bien pire. Mais maintenant qu'on a tout nettoyé et récupéré environ 10% du carburant qui était là, je peux enfin commencer à retirer le réservoir pour de bon. Et on doit aussi voir s'il est abîmé. Terminé! Et le côté a l'air tout à fait correct. Et ce, même si la voiture a été touchée à cet endroit. Donc ce garde a dû le sauver. Et maintenant que le réservoir de carburant est retiré, on peut beaucoup mieux accéder à cette partie sur laquelle on doit travailler ensuite. Ok, le réservoir d'essence est vide. On voit bien que les dégâts sont assez importants. On doit aussi enlever ces tuyaux, ainsi que ce panneau latéral. Mais d'abord, on pensait qu'on allait devoir enlever le toit parce que le panneau latéral est juste en dessous. Mais en y regardant de plus près, avec mon petit tournevis fidèle, je suis passé sous le panneau latéral et on dirait qu'il se soulève. Donc il est tout à fait possible qu'il ne soit pas soudé ou rifté en dessous. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de le détacher du panneau ici, là où il y a des petits points de soudure en haut, ici. Donc on va le détacher de là, puis on va voir si on peut soulever ce panneau latéral et s'il glisse simplement en dessous. On a commandé un nouveau panneau latéral et il devrait arriver d'un moment à l'autre. Donc si on voit le nouveau panneau latéral, quand il arrivera, on devrait pouvoir dire s'il y a des petites marques de soudure ou des trous ou autre chose, ce qui nous donnera une idée de l'endroit où il va être posé. Parce que si c'est le cas, et qu'on le glisse simplement à l'intérieur, ça nous évite un énorme travail, qui consisterait à enlever le toit et risquer de l'endommager. Et puis regardez, il y a une petite soudure là, mais je pense qu'on peut couper le panneau latéral juste ici, et si on le joint à cet endroit, il y a un petit panneau qui le recouvre, donc je pense pas que ce soit un gros problème. Ça pourrait être une bonne idée, parce que ça nous éviterait le gros boulot de démonter tout ce toit. Et le toit coûte environ 5000 livres plus la TVA. Donc je ne veux pas l'abîmer. Donc là, j'affaiblis juste les soudures par points qui sont sur le dessus. Une fois ces soudures affaiblies, je prends mon ciseau et je détache le panneau latéral arrière du reste de la voiture. Ensuite, on retourne sur le côté et je découpe le panneau latéral en plusieurs petits morceaux. Ça va être beaucoup plus facile à enlever comme ça. Ensuite, je vais utiliser mon ciseau à bois pour essayer d'enlever ce qui reste du car arrière. Et on dirait que la partie qui va sous le toit est juste collée au panneau. Je vais donc utiliser mon ciseau à bois pour tout démonter. Ouais, mec! La bonne nouvelle, c'est que on pourra probablement mettre plein de colle là-dedans quand on installera le nouveau car. On dirait qu'on s'en est sorti sans avoir à enlever le toit. Donc on ne risque pas de l'abîmer. Maintenant, je peux enlever le reste du car arrière, le déconnecter du bas, retirer la jupe latérale, et c'est bon. Voilà, tout est prêt. J'espère que tout sera bon avec le nouveau panneau latéral. On doit maintenant enlever ces tuyaux cassés pour pouvoir accéder à ce dégât ici, là. Maintenant, je vais vous passer Bob, qui va nous expliquer comment on va réparer ça. Mais on doit attendre que Bob soit là. Faisons de la place pour Bob.
on va déplacer ces conduites de climatisation et je vais devoir en commander de nouvelles. En fait, elles servent aussi à refroidir la batterie, en plus de la climatisation. Certaines autres pièces comme celle-ci ont un trop-plein de carburant qu'on va devoir commander aussi. Une fois qu'on les aura enlevées, on pourra enfin y accéder. Ce mélange est assemblé ici à l'aide de ces soudures. Vous voyez qu'il s'emboîte dans cette pièce. Je vais garder ce support. Donc pour ces petits boulons spéciaux en forme de fleurs, je vais faire une entaille et les dévisser avec un tournevis plat parce que je veux les garder. Ces boulons sont en fait des boulons auto-taraudeurs. Ferrari et BMW les utilisent juste pour visser un panneau à un autre. Puis utilisent parfois aussi une soudure par point pour le maintenir en place. Une fois qu'on les a retirés, on peut enlever le support de la partie cassée du châssis, puis commencer à découper la partie cassée du châssis pour la séparer de la partie intacte. Pour l'instant, je vais juste faire quelques coupes grossières, car quand Bob viendra souder, je dois savoir exactement où il veut souder. Oh ouais, fais gaffe à tes orteils. Je suis sûr qu'il va se joindre à nous à ce stade. Je vais donc m'assurer que tout est bien propre à l'arrière de la voiture et que le marteau et le burin vont m'aider à le faire. C'est presque prêt à être réparé. C'est coupé ici. On ne sait pas encore trop quoi faire avec ça. On ne sait pas trop comment on va le remplacer. Mais maintenant on sait. On a Bob et une pièce. Et regardez, c'est toute la moitié d'une voiture de Ferrari. Je sais pas trop comment on a pu commander ça, mais on l'a fait. Et Bob va trouver comment on va faire pour le mettre là-dedans. Comment on va faire? Je sais pas encore, mais je pense que je vais tracer des lignes en me basant sur ces trous qui devraient être les mêmes sur les deux parties. Je vais mesurer quelques lignes à partir de là, puis les découper en deux. Ouais. Et essayer de caser ça là-dedans. Et ça va si je le mets là? Ouais, j'ai vérifié de quel type de métal il s'agit. C'était écrit au dos, j'ai fait des recherches. C'est vraiment pas solide. Non, ça va. Il y a aucune force dedans. Franchement, je pense qu'il a bien amorti le choc. Il est un peu tordu, il y a des torsions bizarres et d'autres trucs. C'est beaucoup plus direct que ça. Je vais couper bien au-dessus de toute courbure. Ça ira, ça ira. Ça me va. Je pense qu'on devrait laisser Bob faire son truc. Il sait ce qu'il fait. Alors, eh bien, laissons-le faire. Je dis que je sais ce que je fais. Bon, maintenant, on a la pièce de rechange. Si l'assurance devait réparer ça, la seule façon pour eux de le faire, c'est en suivant les règles. Donc si cette pièce doit être remplacée, ils devraient la remplacer telle qu'elle est livrée par Ferrari. Ce qui voudrait dire remplacer l'ensemble. Mais comme on n'a rien à voir avec l'assurance, et qu'on a Bob, on peut faire comme on veut. Et comme Bob connaît super bien ces matériaux, il sait que ça va être plus sûr et plus solide que ceux qu'on trouve en usine. Comme vous pouvez le voir ici, une fois découpé, ce n'est qu'un morceau d'aluminium creux, ce qui permet de le garder léger et de réduire les coûts. Maintenant, on va faire la même chose sur celui-ci. Première fois. Bob a tracé un gabarit qu'il a utilisé pour découper le panneau abîmé, et il s'en sert à nouveau sur le panneau en bon état. Comme ça, il est sûr de faire les découpes exactement au même endroit. Cette version, la nouvelle version. Je vais la mettre sur la voiture. C'est le moment de vérité. On peut le glisser dedans et s'assurer qu'il s'adapte parfaitement. N'oubliez pas que si Bob ne fait pas ça correctement, le sous-châssis sur lequel repose le moteur ne sera pas aligné avec le châssis. Il est donc essentiel qu'il soit sûr que ça va marcher. Il a maintenant nettoyé la partie à souder, il peut donc la fixer en place. Avant de continuer à souder le tout sur le châssis. C'est l'heure de souder. La spécialité de Bob. Et ce qui est super pratique, c'est que Bob peut vous apprendre à souder à l'atelier d'usinage. J'ai mis un lien dans la description pour ceux d'entre vous qui veulent apprendre à souder comme Bob. Même moi, je m'y essaye plus tard dans la vidéo. Irlandais. Italien. Irlandais. Italien. Bon, on a soudé ça. Je suis vraiment super content du résultat. La soudure a traversé toute l'épaisseur du matériau. Ce que je vais faire, juste pour être sûr, c'est que je vais poncer ça à plat, puis je vais mettre une bande d'aluminium là-dessous et souder des deux côtés aussi, juste pour que ce soit vraiment doublement solide. Mais avant que Bob fasse ça, j'ai un autre truc à faire à l'intérieur de la voiture. Il faut enlever ce tableau de bord, parce que ici, l'airbag s'est déployé et ça l'a complètement cassé. Et réparer ça, eh bien, c'est assez compliqué parce que
c'est complètement fendu. Si on le recolle, il faut ensuite tout lisser. Il faut lisser tout le tableau de bord. Et bien sûr, ça doit être fait avec une colle spéciale. Et ça ne sera pas aussi beau que si ça n'avait pas été cassé. Donc, la première chose à faire, c'est retirer ça. Et ensuite, on doit en trouver un nouveau à mettre à la place, avec l'airbag aussi. Et en plus de ça, on pourrait aussi bien changer l'airbag du volant, parce que si on veut avoir une chance de démarrer cette voiture, je pense vraiment qu'il faut mettre tous les airbags dedans. Donc commençons à les sortir. On va commencer par le volant. Derrière, il y a 2 trous où vous pouvez mettre un tournevis et l'airbag sort tout seul. Ensuite, il y a 2 connecteurs à l'arrière de l'airbag. Souvent, quand l'airbag se déclenche, ça chauffe tellement que ça fait fondre ces connecteurs dans l'airbag. Mais heureusement, on dirait qu'on s'en est bien sorti cette fois-ci. Il y a un trou pour le haut-parleur, mais pas de haut-parleur. Tu penses qu'ils l'ont enlevé? On devra payer plus cher pour celui-là. On dirait qu'il y a encore de la place pour des options sur cette Ferrari, comme ce trou pour le haut-parleur dans le tableau de bord, mais il n'y a pas de haut-parleur à cet endroit. Et on trouve d'autres trucs en chemin. Ensuite, on doit retirer le tableau de bord, puis je vais passer du côté passager du tableau de bord. Tout ce que j'essaye d'enlever ici, c'est la partie supérieure du tableau de bord, la partie en cuir, celle qui est abîmée. Au bout d'un moment, j'ai enfin réussi à le dégager, et mon père et moi avons pu le sortir de la voiture. Le tableau de bord est sorti! Boum! Mais regardez, en voilà une qu'on a trouvée plutôt en Lituanie, d'occasion sur eBay. Avec un airbag, bien sûr, ça a coûté 2000 livres. Dès que j'ai acheté la voiture, j'ai vu ça sur eBay, alors je l'ai acheté. Parce que les chances que je trouve un autre tableau de bord pour une 296 d'occasion avec des garnitures rouges sur eBay sont très minces. Un tableau de bord Ferrari coûte 5100 livres sterling et 700 livres de plus pour l'airbag passager. Donc je pense qu'on s'en est bien sorti. Donc maintenant, mettons en place le nouveau tableau de bord avec l'airbag en espérant que Bob revienne à temps pour continuer la soudure. Place à la musique! Ce tableau de bord n'est pas trop compliqué à installer, car la partie physique du tableau reste en place. Il suffit d'enfoncer cette partie en cuir, puis de clipser et de boulonner tous les éléments électriques. Mon père est en train de fixer le tableau de bord en faisant gaffe à ne pas oublier de câble à l'arrière, parce qu'on ne veut pas avoir à tout démonter à nouveau. Je suis maintenant du côté passager en train de visser le tableau de bord et les haut-parleurs, puis les contours des haut-parleurs. Après ça, je pose ces boutons, qui ne sont pas vraiment des boutons, je pense qu'on les appelle des boutons haptiques. Et mon père se met dans toutes sortes de positions bizarres pour mettre les boulons sous le volant. Pendant ce temps, je suis toujours du côté passager en train de mettre toute la partie inférieure du tableau de bord qui est en alcantara rouge. Une fois que tout est en place et que la boîte à gants est installée, je peux enfin poser la moquette. C'est après qu'on ait remplacé le plancher dans la vidéo précédente. Je fais passer le fil électrique dans le trou du tapis, puis je fixe le tapis au châssis de la voiture. Ici, on a le module d'airbag qu'on a retiré dans la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien, vous devriez vous abonner à la chaîne pour ne plus rater aucune vidéo. Mais en gros, c'est l'ordinateur qui contrôle tout ce qui concerne les airbags. Ici, on trouve les données relatives aux collisions et on espère que c'est peut-être pour ça que la voiture ne démarre pas. C'est tout à fait possible. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a retiré et on l'a envoyé à l'équipe chargée des airbags. Et ils l'ont rebranché directement sur les broches, pour dire à la voiture qu'elle n'a plus d'accident et qu'elle peut repartir en toute sécurité. Donc on espère que c'est la raison pour laquelle la voiture ne démarre pas. Qui sait? Personne ne l'a jamais fait avant. Donc on va brancher ça. Il faut le boulonner à la voiture parce qu'il a un capteur de lacet. Et dans le Range Rover, on l'a renversé et quand on l'a branché, tous les airbags se sont déclenchés. Je le mets en place. Wow! Donc on ne va pas faire ça. On le met en place, on le branche et ensuite toute cette console centrale pourra être installée. Mettons ça en place. On installe l'unité de commande de l'airbag, boulonnée à l'avant de la voiture, au point le plus bas possible. Il y a 2 fiches à brancher, et le tour est joué. Maintenant, on peut remettre la moquette autour, et la console centrale. Il y a un chargeur sans fil pour votre téléphone à l'avant de la console centrale qui doit être branché. Ensuite, tous les ports USB à l'arrière doivent être branchés, ainsi que le sélecteur de vitesse au milieu. Avant de mettre la console centrale en place, je dois mettre le tapis sur la plage arrière, car la console centrale se pose dessus. Encore une fois, ce tapis se fixe avec des boulons.
Ensuite, je peux mettre la console centrale et tous les boulons sont cachés sous les porte-gobelets et les découpes pour votre téléphone. Ça a l'air bien. La console centrale est en place, le tableau de bord aussi, ça commence à ressembler un peu plus à une voiture. Il nous reste encore à installer les ceintures de sécurité et les airbags rideaux, mais je pense que la prochaine étape sera peut-être d'installer l'airbag volant. On va installer l'airbag au volant. Voilà le nouveau. En fait, c'est un modèle d'occasion que j'ai encore trouvé sur eBay. Oh, regarde ça. Oh, ouais, vas-y. Ces airbags sont les mêmes que ceux de la Ferrari Roma. Cool, mec. La Ferrari 812 et la 296. Donc ça a été un peu plus facile à trouver. On revient à Bob. Pour la prochaine étape, on va retirer cette soudure pour que ce soit bien plat. Et ensuite, on va prendre un beau morceau de plaque et le plaquer dessus. Donc, triple soudure. Triple soudure. Triple soudure. C'est 3 fois plus de soudure. Bob m'a dit que ce n'était pas vraiment nécessaire, car sa soudure unique serait largement suffisante. Mais c'est juste là pour rassurer les sceptiques et vous donner une certaine tranquillité d'esprit. Ferrari fait la même chose à des endroits similaires, comme vous pouvez le voir ici dans le coin inférieur droit. Maintenant que c'est réparé, les gars peuvent enfin remettre le moteur en place et le démarrer, espérons-le. Ouais. Retournons à l'intérieur. On continue avec les tapis. Après, on s'occupe des ceintures de sécurité et des airbags rideaux. Allons-y. Il faut juste finir de visser la moquette arrière. Les ceintures de sécurité sont revenues de l'équipe chargée des airbags après avoir été réinitialisées, et je peux les remettre à leur place d'origine. Allez! Et mon père fait pareil du côté conducteur. Ensuite, on met la garniture en cuir, qui va sous la lunette arrière. Et on a trouvé d'autres pièces, qui ont l'air plus résistantes. Ça, c'est un clickbait. On peut croire que c'est un haut-parleur. Mais à quoi ça sert? C'est même pas un haut-parleur, c'est juste un clickbait. Pourquoi ils ont fait ça? Sérieusement? On dirait une barre de son Sonos. Ce serait un bon endroit pour mettre un haut-parleur. C'est juste Ce serait génial. qu'il faudrait passer par l'arrière de la fenêtre. Mais ça coûterait de l'argent. Ouais. Ou peut-être que c'est un travail plus difficile parce que ça a l'air d'être des trous plus difficiles à creuser, non? Quoi, t'as pas les tweeters à l'arrière? Non, à moins que tu te donnes à fond. On découvre plus tard dans la vidéo à quoi sert cette découpe pour le haut-parleur arrière. On va vérifier les fusibles. Parce qu'on a déjà vérifié ceux de l'avant, on va vérifier ceux-là pour s'assurer que tout va bien. 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 Avant de remettre la garniture, on s'est dit que c'était une bonne idée de vérifier tous ces fusibles. Juste au cas où. J'ai l'impression d'être un dentiste. 92, 15... 92? Tu sais que le premier chiffre, c'est le nombre de dents, non? Ouais, s'il s'occupe d'un crocodile. Comme tous les fusibles sont en bon état, on peut remettre la garniture en cuir en toute sécurité. Ce qui nous amène à environ la moitié de l'intérieur. C'est tout pour ce côté-là. On ne peut pas encore poser la garniture de toit tant qu'on n'a pas installé les airbags rideaux. Ils sont pas là pour le moment. Et on ne peut pas assembler ce côté parce qu'on doit d'abord s'occuper du quart arrière ici. Donc passons au quart arrière. C'est parti. Bienvenue ici. Ce support-là a pris un coup, mais on pense qu'il est censé être enfoncé comme ça, car le réservoir d'essence n'a pas été endommagé. Ces trucs sont des vis auto-taradeuses, et c'est aussi soudé. Ferrari. Il faut juste remettre ça à plat, comme c'était avant, et ensuite, on remet les vis auto-taradeuses là où elles étaient. Si Bob veut faire une petite soudure dessus, pas de souci. Mais je pense que c'est juste pour protéger le réservoir contre les objets pointus ou autres. Je ne vois pas à quoi d'autre ça pourrait servir. Donc oui, c'est ce que je vais faire ensuite, essayer de remettre ça à plat. C'est cool. C'est parti. Et le marteau fait son apparition. Ah! Et puis, les vis auto-taradeuses. La plupart de ces éléments semblent complètement faux, mais c'est comme ça que Ferrari a procédé. Ça ne va nulle part! Maintenant que tout est en place, je vais juste mettre une couche de peinture pour protéger le métal nu. Encore une fois, tout ça ne sera pas visible de toute façon, car le quart arrière le recouvrira, ainsi que plein de protections. Mais ça a l'air bien mieux qu'avant. Mais on ne peut pas encore mettre le moteur, parce que le sous-châssis arrière est abîmé et que le nouveau coûte un peu plus de 3000 livres sterling. Heureusement, on a Bob. Il va découper la partie endommagée du sous-châssis, puis fabriquer une nouvelle pièce pour la remplacer.
J'ai donc soudé la plaque sur le sous-châssis du moteur et j'ai essayé de copier tous les points de ce côté-ci vers ce côté-là, mais c'est complètement différent. Je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai essayé de les copier à partir de là, sur le sous-cadre. C'était un vrai cauchemar. J'ai dû fabriquer un petit gabarit qui se place là-haut et qui en gros copie l'emplacement des trous pour que je puisse prendre cette pièce, la transférer sur le sous-châssis du moteur, puis juste dessiner un petit trou et percer. On perce ? On perce. Ce genre de compétence nous fait économiser des milliers d'euros. Et je suis sûr que ça va marcher. Bob est en train de percer les trous où vont les boulons qui sont fixés au châssis. Il va ensuite lui redonner la même forme qu'avant. Et voilà, le boulot est bien fait. Merci Bob. Bob a fait un boulot incroyable. On n'aurait pas pu y arriver sans lui. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de vérifier que tout marche. Donc, on doit mettre le réservoir d'essence en place. Et quand on va mettre notre support là, on espère qu'il va glisser là-haut. Et une fois le réservoir du carburant en place, on pourra vraiment commencer à tout assembler et mettre le quart arrière, parce que le quart arrière se fixe à l'arrière. Donc on doit vraiment tout installer pour être sûr que tout marche. Donc, première étape, le réservoir d'essence. Et ensuite, on installera le moteur. C'est parti! Maintenant que le réservoir est vide, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Il s'insère, puis les supports qui l'entourent le maintiennent au châssis. Heureusement, tout semble bien s'ajuster. Donc, on dirait qu'on a bien installé tous les panneaux autour. Ensuite, je dois brancher le tuyau qui va du réservoir de carburant gauche au réservoir droit. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à serrer tous les boulons qui maintiennent les supports en place. Puis, enfin le bouclier thermique pour protéger le moteur de l'échappement et de la chaleur. Maintenant, c'est le moment de mettre le moteur et toute la partie arrière de la voiture, la boîte de vitesse, la suspension et le sous-châssis. Mon père et moi, on le met en place et on doit baisser la voiture pour qu'elle s'aligne avec les boulons du sous-châssis. Une fois qu'on l'aura bien positionné, on pourra mettre les boulons par le haut. Bon, maintenant il faut se lancer dans le boulot titanesque qui consiste à reconnecter tout ce qu'on a déconnecté pour sortir le moteur du châssis de cette voiture. Ça va être un peu dingue, mais allons-y. La voiture est en l'air, on peut donc serrer tous les boulons du sous-châssis par en dessous, ainsi que quelques supports supplémentaires pour le réservoir de carburant. Et regardez ça, les boulons que Bob a fixés sur le sous-châssis sont bien alignés. Ensuite, on branche les conduites de frein arrière qui se connectent au milieu de la voiture. Une fois que c'est fait, on peut redescendre la voiture et commencer le câblage, qui est complètement dingue. Il y a tellement de câbles des deux côtés de la voiture. Mais mon père s'est occupé du côté droit et moi du côté gauche. Une fois qu'on aura avancé avec le câblage, il y aura encore plein de pièces à installer, comme la conduite de remplissage d'huile, les câbles pour l'onduleur à l'arrière de la voiture, le loquet du capot, qui est sur un châssis à l'arrière de la voiture, et les tuyaux du refroidisseur intermédiaire, qui vont du turbo au refroidisseur intermédiaire, qui est dans le quart arrière. Et on doit s'assurer de bien tout serrer, sinon on va avoir des problèmes quand on va démarrer la voiture. Pendant qu'on assemble cette pièce, on essaie de comprendre à quoi sert chaque élément, parce qu'il y a tellement de pièces inutiles ici. Par exemple, ce trou ici, qui va dans l'habitacle, où on pensait qu'il y avait un haut-parleur avant. On dirait qu'il y a une sorte de filet pour un haut-parleur, ou c'est en quelque sorte un haut-parleur. Tout ce que ça fait, tout ce que font ces tubes, c'est de capter le bruit du moteur, le faire passer par les tubes à l'intérieur, puis le faire sortir par ce truc qui ressemble à un haut-parleur à l'arrière. Et ça le rejette par là pour que vous entendiez le bruit du moteur dans l'habitacle. On a passé un moment à brancher les tuyaux pour ça, en se disant que c'était super important. Mais en fait, c'est juste un trou sympa. En fait, on pourrait le tester. On peut entendre! On peut entendre! Vas-y! C'est là qu'on mettait le bruit. Et c'est connecté là. Et ce tuyau sort de là, puis va vers un petit tuyau dans l'échappement. Ce serait cool d'entendre le bruit que ça fait quand la voiture roule. Bon, voilà le problème. Ferrari a pris un peu de retard pour nous livrer les pièces. Donc là, ce qu'on voudrait faire vraiment, c'est remettre la batterie hybride. Mais on ne peut pas le faire, parce qu'on aurait alors atteint ces deux boulons, auxquels sont reliés les tuyaux de climatisation. Donc, ce qu'on veut, c'est installer les tuyaux de climatisation en premier. Mais on ne les a pas encore parce que Ferrari n'est pour l'instant pas encore arrivé. La prochaine étape, c'est le panneau arrière qui est là-bas et lui a été livré. Mais
Si on le met, ça va nous empêcher d'installer les conduits d'alimentation qui ne sont pas encore arrivés. Donc pour l'instant, tout ça est en attente. Donc voici la situation. Pour l'instant, on attend encore des pièces. On attend aussi les airbags rideaux. On attend que Ferrari les livre. Parce que l'équipe chargée des airbags n'a pas pu réinitialiser ce type d'airbag, donc ils sont livrés séparément. Mais c'est une bonne chose qu'on ait Bob de l'atelier d'usinage. Parce qu'ici, voici ce qu'on peut faire. Ce cadre, qui est assez marrant aussi. Il y a un peu de fil à souder qui reste de quand Ferrari l'a fait. Super. Ça, il faut que ça reste là. Et ce qui est cool, c'est que quand Bob va mettre ça et tout souder comme il faut, même le cadre avant, quand le cadre avant sera en place, comme ça, on pourra assembler tout le radiateur. Et tout ce qui se trouve à l'avant, parce que je pense qu'on a, j'espère qu'on a l'essentiel. Donc pour l'instant, on va laisser Bob de l'atelier d'usinage s'en occuper et vous offrir un peu de divertissement avec ses soudures. Pendant qu'il s'en occupe, Ouais, je pense qu'on devrait aller manger un bout. Matt et moi, on est donc allés chercher à manger pendant que Bob soudait le nouveau cadre du radiateur. Bienvenue dans ma cuisine, mais pas avec de la bouffe, avec Y-Food. C'est une boisson parfaite pour remplacer un repas. C'est pas une boisson diététique, c'est pas un shake protéiné, ça remplace simplement un repas dans la journée. Et là, nous avons un choix de dingue. Y-Food est parfait pour les gens comme moi et Bob, qui sont toujours en déplacement et ont besoin de quelque chose de rapide, mais aussi de sain. Y-Food propose maintenant une collection hivernale avec de bonnes saveurs hivernales. Bon, eh bien, chacun de ces produits contient 34 grammes de protéines, 26 vitamines et minéraux, c'est sans sucre ajouté, c'est riche en fibres, riche en protéines, sans lactose et sans gluten. Et une seule de ces boissons suffit pour vous rassasier jusqu'au prochain repas. Ça a le goût de tarte aux pommes. Je bois du Y-Food depuis des années maintenant. Et c'est facile de rester motivé, car il y a plein de saveurs différentes. Bob est maintenant en train d'aligner le cadre au milieu de la voiture, et je regarde d'autres produits Y-Food. On a vraiment de la chance qu'il en reste encore, parce qu'on a dévoré ceux qui étaient au caramel. Ils sont super riches en protéines, contiennent 25 vitamines et minéraux, mais ils sont vraiment excellents et je les recommande à 100% aux gens qui sont toujours en déplacement comme nous. Et si cette année, vous pensez prendre soin de votre santé et que vous voulez remplacer le fast-food que vous mangez souvent en midi, c'est un super point de départ. Allez vous procurer un pack dégustation Y-Food ou quelques produits de la collection hiver grâce au lien dans la description. Ils sont en promo à 25% de réduction en ce moment. Foncez, le lien est dans la description. Il y a aussi un code promo à l'écran. Si vous l'utilisez, vous bénéficierez de 25% de réduction. Voyons comment ça se passe pour Bob. Ça va flotter à environ 3 mm au-dessus de la surface du matériau, ok? Il va être environ 60% de ce côté. Parce que c'est un morceau de métal plus gros que ça. Ça va fondre, ce sera un peu plus stable. Approche ta main le plus près possible. Donc tu dois être assez stable. Appuie sur le bouton. Tu verras l'arc de la flamme sauter et commencer à faire fondre la surface. Je dois apprendre à faire les petits travaux avec ce soudage TIG. Et tant que Bob est là, autant lui demander de m'apprendre. Ça a l'air de bien se passer. Il a dit que les rayons UV du soudage, ce n'est pas terrible pour la santé. Mais comme on utilise un faible ampérage et que ce n'est pas long, ça devrait aller. C'est sûrement mieux que ça. Je trouve que ma soudure n'est pas trop mal. Peut-être qu'elle est aussi bonne que celle de Ferrari. Maintenant, la pièce centrale peut être mise en place, et Bob va finir cette partie. Mais la prochaine fois, je vais pouvoir le faire moi-même. Oui, finalement! C'est arrivé, mais pas de chez Ferrari. Bon, on a quelques pièces, mais pas toutes. Mais on espère en avoir assez pour faire rouler cette voiture et pouvoir avancer un peu. Dans ce colis, il y a plein de pièces d'occasion que j'ai réussi à acheter chez Eurospares. Ça nous permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi d'avoir les pièces qu'il nous faut pour faire démarrer cette voiture. Espérons-le. Des tonnes de tuyaux de refroidissement, un refroidisseur intermédiaire et des capteurs. On installe tous ces tuyaux maintenant, parce qu'on va vraiment avoir du mal à y accéder une fois que la batterie hybride sera en place, ainsi que dans le car arrière. On les boulonne au châssis, on branche quelques fils de terre, puis on va glisser ces tuyaux à l'intérieur. Certains sont pour la climatisation à l'intérieur de la voiture, et d'autres pour refroidir la batterie. Tuyau de refroidisseur intermédiaire cassé. En voici un nouveau.
Nouveau tuyau de refroidisseur. On le glisse dans le tuyau, puis on va le fixer avec un collier de serrage. Après ça, on doit monter le refroidisseur intermédiaire, avec le tuyau de suralimentation qui est connecté. Si on installe ça, Bob a une soudure ici pour le quart arrière. Et si on installe ça, il va nous détester pour toujours. Mais si on veut essayer de la démarrer dans cette vidéo, on pourrait juste accrocher ça, et ensuite, quand il s'agira de mettre le quart, on le retirera pour lui. Parce qu'il va vraiment nous haïr pour toujours s'il doit souder dans ce tout petit espace. Voilà le plan. On va installer le refroidisseur intermédiaire pour le moment. Ensuite, on va passer à l'avant de la voiture. On doit monter le radiateur et le condenseur de la clim. Comme rien de tout ça n'était sur la voiture quand je l'ai récupérée, on suit juste les schémas qu'on a trouvés en ligne pour pouvoir les copier, ce qui va nous aider à tout monter. Après ça, on doit le glisser dans le châssis que Bob a soudé et utiliser les boulons qui sont déjà sur la voiture, après l'accident, pour tout maintenir en place. Une fois que c'est en place, on glisse le tuyau à l'avant, le plus petit tuyau à l'arrière du radiateur, et on le fixe avec un collier de serrage, puis le gros tuyau à l'arrière du radiateur doit aussi être fixé. Et puis, il y a 2 tuyaux de climatisation qui vont aussi dans le condenseur de climatisation à l'avant. On les a achetés d'occasion chez Eurospares. Une fois qu'elles sont toutes branchées, on a le capot qui va par-dessus. Et on s'est dit qu'on aurait dû le mettre en premier. Mais bon, on a quand même réussi à l'installer. Bon, il manque quelques pièces à l'avant, comme des petits œillets en caoutchouc pour le maintenir en place. Quelques supports ici et là, mais ils ne sont pas indispensables pour la faire fonctionner. Tout ce dont on a besoin pour démarrer à l'avant devrait être là. Sauf si on se fie à ce qu'a dit Ferrari qui affirme que tout ce qui se trouve sur le CAN, qui est comme un système de câbles de communication comme vos phares, donc tout ce qui se trouve sur la voiture, doit être allumé pour qu'elle puisse démarrer, ce que je ne comprends pas. Je ne vois vraiment pas tout ce qu'il faut pour que cette voiture démarre. Mais somme toute, je peux me tromper complètement. La prochaine chose qu'on doit installer, c'est bien sûr ce tuyau. Ce tuyau de refroidissement parce que le boulon va de l'intérieur vers l'extérieur. À cause de la batterie hybride, dès qu'on l'aura mis en place, on aura du mal à atteindre ce boulon. Mais il n'est pas encore arrivé et on veut vraiment voir si ça change quelque chose. Donc je pense qu'on va mettre la batterie, puis se battre avec ce boulon après. Et encore une fois, on ne veut pas mettre le quart arrière, car ça aussi, ça va nous gêner. La bonne nouvelle, c'est que cette prise est pour le module de la pompe à essence. Il est arrivé, donc on peut le brancher et réparer ce connecteur dans une certaine mesure. Encore une fois, c'est intéressant aussi, car on ne peut pas commander la prise séparément chez Ferrari. On ne peut pas commander cette fiche. Le seul moyen de l'avoir, c'est de commander tout le faisceau de câbles, ce que bien entendu on ne va pas faire. Donc, on va devoir essayer de trouver en ligne s'il y a des fiches similaires, mais c'est une fiche vraiment spécifique. Donc on va devoir la fabriquer nous-mêmes, s'assurer que les connexions marchent, peut-être la remplir d'un peu de mastic Tiger Seal pour qu'elle soit étanche. Donc c'est probablement notre meilleure option. On est presque prêt à se lancer. La seule chose qui nous manque, et qui à mon avis est indispensable, ce sont les airbags rideaux. Mais ils ne sont pas encore arrivés à l'heure actuelle. Mais bon, ça va sûrement démarrer sans eux, je sais pas. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Et c'est de commencer à monter le reste des pièces. Si on veut avoir une chance de faire démarrer cette voiture, il va falloir installer la batterie hybride. Donc on se glisse à nouveau sous la voiture avec la batterie sur la boîte à outils, puis on abaisse la voiture dessus. Je monte dans la voiture et je visse ces boulons. Ça va maintenir la batterie en place par le haut. Ensuite, on devrait pouvoir retirer la boîte à outils et tout ce qui se trouve en dessous et installer le renfort qui la maintient par le bas. Il y a maintenant 2 boulons qui maintiennent la batterie par le haut et je peux maintenant passer en dessous et mettre les tuyaux de refroidissement dans la batterie ainsi que le fil de terre. En plus de ça, on peut maintenant brancher toutes les lignes haute tension avec le renfort en bas pour que tout reste bien en place. Ça a l'air bien comme ça. Maintenant, il faut descendre la voiture. Et j'ai le module de commande de la pompe à essence que je dois brancher. Je ne sais pas encore où il faut le monter sur la voiture, mais je vais essayer de récupérer l'ancienne prise. Une partie se branche toujours, et je vais fixer les autres fils un par un, individuellement, sur le module. L'un d'eux était cassé.
Alors mon père a trouvé une broche sur une vieille prise, l'a fixée au module, puis on a juste connecté les fils ensemble temporairement pour pouvoir démarrer la voiture. Ça fera l'affaire pour l'instant. Ensuite, je peux remettre l'intercouleur. Je serre le tout. Et enfin, le CU du moteur qui se fixe en fait à l'arrière et qu'on n'a pas encore installé. Et puis ça, c'est quoi ce truc? Mais ça a l'air important. C'est bon. Ok. Tout est branché. Ces tuyaux sont pour le pistolet de remplissage et le système évap. Je ne pense pas que la voiture va se rendre compte qu'ils sont pas là avant de démarrer. On essaie juste de la faire démarrer. Le seul autre problème, je pense, c'est que la batterie hybride va être à plat, donc il va falloir la recharger. Mais pour la recharger, je suis sûr qu'il faudra la refroidir pendant la recharge, car il ne faut pas trop qu'elle chauffe. Alors, il y a plein de réservoirs ici. On a un réservoir de pétrole, et apparemment un autre réservoir de pétrole. Mais à l'intérieur de celui-là, ça sent les fleurs. Donc je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Et j'ai jeté un œil. Voici tous les manuels qui viennent avec la voiture. Mais aucun d'entre eux ne me dit quel liquide mettre là-dedans. Parce que je pense que seul Ferrari est censé le faire. Tout ce que je peux faire, c'est mettre du liquide de frein et de l'huile. Donc, à ce stade-là, j'en sais rien. Dans celui-là, le liquide était vert. Et là, il est rose. Mais ce serait tellement plus simple s'il était juste indiqué quel liquide il faut mettre, plutôt que de l'huile. Ouais, j'ai pas pu trouver quelle huile mettre là-dedans, donc on va appeler Ferrari demain. Celui-là, on dirait de l'huile verte. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc on demandera à Ferrari aussi. Mais au moins, on sait que tout ça concerne la batterie. Donc, comme la batterie hybride va être à plat et qu'on veut la recharger, je ne veux pas qu'elle surchauffe pendant qu'on la recharge. Donc on va juste verser du liquide de refroidissement là-dedans. On le mettra dedans. On sait que c'est du liquide de refroidissement parce qu'on l'a vu sortir. J'espère que ça va pas couler partout. On n'a pas besoin de liquide de refroidissement pour démarrer le moteur, ni de liquide de refroidissement de charge, car il ne pose pas de problème tant que le moteur n'est pas encore démarré. Donc la prochaine étape est de rebrancher le truc qui sert à isoler la batterie pour la sécurité et de le remettre en place. Voici la batterie en question. C'est une batterie assez petite, non? Et maintenant, on peut mettre la batterie 12 volts qui alimente tout le système électrique de la carrosserie. On a du courant. Oh! Et pas de voyant cette fois-ci. La batterie 12 volts ne démarre pas la voiture. La voiture n'a même pas de démarreur. C'est le groupe motopropulseur qui est entre le moteur et la boîte de vitesse qui sert à la démarrer. Le CU dit au bloc moteur de tourner, ce qui fait tourner le moteur et le met en marche. C'est pour ça qu'il est super important que la batterie hybride soit chargée. Ok, voyons ce qui va se passer. Le rouge, c'est pas bon. Le bleu, je pense qu'on est bien. Clignotant bleu, cycle de charge en cours. Oh mon Dieu! Tout va bien parce que si c'était rouge, ça voudrait dire qu'il y a un problème avec l'appareil, un bug, un souci avec l'infrastructure de recharge, un espèce de court-circuit. Mais on a 2 voyants bleus, ce qui veut dire que le cycle de charge est en cours. Le temps de charge pour une 296, selon le type de chargeur, peut être complètement chargé en 1 heure. Mais avec une prise domestique standard, ça peut prendre 2 heures. On a donc laissé la 296 se recharger pendant un moment. Et une fois ce temps écoulé, on a alors croisé les doigts pour que ça redémarre. Ouais, ça fait une demi-heure. Je pense que ça suffit. Donc je vais débrancher mon hybride. Je vais débrancher ma voiture hybride. On voit bien que t'as jamais fait ça avant. Je vais débrancher ma voiture hybride. Comment on est censé la débrancher? Il suffit de la débrancher ici. Éteins-le d'abord. Ouais, on doit l'éteindre pour que je prenne pas de décharge. Ah, c'est comme ça que je débranche mon hybride. Beaucoup de gens pensent que parce que je reconstruis une hybride, que j'aime les hybrides. Mais on n'a pas eu une super expérience avec la Revuelto. Mais tout ce que je n'aimais pas sur la Revuelto, cette voiture ne l'a pas. Je sais qu'il s'agit d'un modèle hybride. Mais c'est quand même une voiture légère. Ça ajoute de la puissance, et la puissance, c'est bien. Et c'est la seule façon pour les constructeurs d'y arriver maintenant, à moins que ils ne mettent de gros turbos. C'est un peu comme devoir cocher une case. Si ça démarre, je mets tous mes votes pour Ferrari. C'est beaucoup pour cette voiture.
Mais essayons quand même. On a réinitialisé l'ECU de l'airbag, installé tous les airbags, vérifié la batterie et on l'a rechargé. Le tableau de bord s'allume maintenant. Il n'y a pas de bouton de démarrage. Il n'y a pas de vrai bouton. C'est un de ces trucs tactiles un peu bizarres. Voyons si ça marche du premier coup. Rien. C'est comme quand le Defender faisait ça sur les freins. C'est comme si le Defender faisait ça. Je parie qu'il y a une procédure spéciale pour les freins. Mais non, j'ai rien. Ça marche. Allez, fais quelque chose. Tu penses que ça va marcher? Tu penses que la porte est un bon point de départ? Pourquoi la porte empêcherait-elle le tableau de bord de tourner? La voiture ne faisait rien. On a donc décidé d'apporter la porte et de la brancher pour voir si ça aidait. Ouais, voilà, c'est branché. Et action! Ça ne fait rien. Mais... Oh! C'est allumé, ça marche! Je sais pas. Je peux maintenant faire défiler le tableau de bord, mais je n'arrive toujours pas à démarrer le moteur. Juste les accessoires. On recommence. Je réessaye. Quelque chose nous empêche de mettre le contact. Mais Ferrari n'en sait rien. L'allumage devrait quand même marcher, non? C'est pas possible que tout ce qui est sur le can doit être branché pour que le contact marche. J'arrive pas à y croire. Allume-toi! Comment puis-je t'aider? C'est en anglais. Allume-toi! Allume la voiture! Tu peux dire par exemple, montre-moi l'itinéraire vers la ville, la rue, le nom du contact téléphonique, ouvre les appels récents, joue le nom de la chanson, joue le nom de l'artiste, le nom PlayStation, montre-moi un restaurant, affiche les paramètres de la voiture. Allume-toi! Nom du contact. Silence! Joue le nom de la chanson. Oh! Jouez la chanson. Oh! Jouez le nom de l'artiste. Comment la voiture peut-elle parler mais ne pas rouler? Elle ne faisait rien. Et comme on n'arrive pas à démarrer, mon lecteur de code ne communique pas avec la voiture. Du coup, la voiture ne peut pas dire à mon lecteur de code ce qu'il se passe. Et maintenant, on ne pouvait que penser à brancher plus de trucs. On a le pare-choc avant, donc on va l'installer. Maintenant, les clignotants fonctionnent. Le voyant ABS, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a plein de lumière! Ça a l'air d'avoir aidé. Donc, on a installé le pare-choc arrière aussi. On va juste accrocher ça. Parce qu'on dirait que plus on branche de trucs, plus le tableau de bord en fait. Mais la voiture va sûrement démarrer sans pare-choc. Ce serait trop bizarre si elle ne démarrait pas. C'est débloqué, c'est ça? Maintenant, la voiture se déverrouillait et se verrouillait parce que les pare-chocs étaient installés. Encore une fois, ça n'a aucun sens. Mais qui sait ce que ce système électrique a dans la tête? Je pense que c'est le phare. Essayons. La voiture ne démarrait toujours pas. Quand on a appuyé sur le bouton de démarrage, on a donc décidé de tester les phares. Oh, on dirait que ça marche! Les deux phares étaient maintenant en place. Feu arrière? Et si on installe les phares avant, autant faire les feux arrière aussi. Et si on installe les feux arrière, autant en profiter pour installer les sièges. Cette chose doit sûrement faire quelque chose maintenant. On est connecté. Retour au code Morse. Panne du système hybride. Allez chez le concessionnaire. Appuyez pour fermer. Panne du système hybride. Ça veut dire qu'il y a un fusible pyro? Ouais, ou comme si c'était à l'intérieur. Ou alors il se pourrait que l'ECU se soit autodétruit. Tu peux acheter un nouvel ordinateur pour ces batteries ou tu dois acheter une batterie complète? Un bloc batterie complet. Oh, encore? Le fait que la seule chose que la voiture me dise, c'est qu'elle a un problème avec le système hybride, me fait penser que c'est le problème le plus important qu'elle a en ce moment. Il y a sûrement un fusible pyro. Pour l'instant, on a un problème hybride.
Mais avec la Revuelto, je pouvais lire et comprendre ce qui n'allait pas. Là, on se fie juste au tableau de bord, c'est tout. Même Ferrari n'a pas pu s'y connecter parce qu'il ne communiquait pas avec lui, alors on doit trouver quelque chose ici qui fait que ce problème s'affiche sur le tableau de bord. Mais quand on a vérifié la dernière fois, tout semblait OK. Je pense qu'il faut tout démonter, on doit tout démonter, il n'y a pas d'autre choix. Il doit y avoir un fusible pyro. Il doit y en avoir un, il doit y en avoir un, il doit y en avoir un. C'est sûr, on n'a pas assez cherché. On va démonter cette batterie une dernière fois et la disséquer complètement. Et voilà, c'est fait. Ça nous a pris littéralement 10 minutes pour trouver ça aussi. La chasse continue. On a encore une fois démonté la batterie hybride pour voir si on trouvait un truc évident qui était cassé, comme un fusible pyrotechnique. Mais en regardant partout sur le dessus et en enlevant aussi la pièce sur le côté, on n'a pas trouvé de fusible pyrotechnique. J'ai décidé d'ouvrir le boîtier de commande de la batterie pour voir s'il y en avait un dedans. Un Finéon TC275. Il est fabriqué par Infineon, l'équipe chargée des airbags. Ils peuvent réinitialiser les puces Infineon. La seule chose qu'ils n'ont pas pu réinitialiser, c'était celle de la Revuelto. Parce qu'il est autodestructible. Ouais, c'est juste que, il avait pour instruction de s'autodétruire quand le fusible a explosé. Donc, on pourrait envoyer ça à l'équipe des airbags pour voir ce qu'ils peuvent faire. Tu penses que ça pourrait servir de fusible pyrotechnique? C'est possible. Donc, cette puce pourrait être la solution. Mais c'est encore une inconnue. On a vraiment tout essayé. On ne voit pas de fusible pyrotechnique physique. On ne peut pas brancher d'outils de diagnostic. Tout ce que ça fait, c'est allumer les warnings, jouer de la musique, et même parfois nous parler. Donc la réponse à nos questions pourrait se trouver dans le cerveau de la batterie haute tension. Donc je vais envoyer ça à l'équipe chargée des airbags pour voir s'ils peuvent communiquer avec, réinitialiser les données d'accident et le remettre en place. Mais qui sait? On est les cobayes, on doit essayer de comprendre ce qui se passe avec cette voiture. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, donnez-moi un like et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Peace out. Si jamais tu te fais électrocuter, dis-le nous. like a drug that